Bonjour à tous, c'est le regardeur de vidéos. Et aujourd'hui, comme souvent sur cette chaîne, je vais soit regarder des vidéos, soit regarder des trucs sur Twitter. En tout cas, je vais faire des trucs avec mon PC parce que je n'ai que ça à foutre. Voilà. Et aujourd'hui, je suis sur Twitter et je vais regarder des trucs sur Twitter. Alors, je vais les découvrir avec vous. Là, je suis sur donc le premier hashtag en tendance, c'est menu de manga. Alors, menu manga, ça vient d'une chaîne, ça vient de la chaîne YouTube Menu Manga, présentée par le chef Otaku. Ah non, à moins que. Non, je crois que ça s'appelle d'abord le chef Otaku, qui possède une chaîne YouTube qui se nomme Menu Manga. Et donc, Menu Manga, pourquoi est-ce que c'est en tendance? Je vais voir ça tout de suite. Bon les gens, nous voulons lancer un nouveau format qui va impliquer la communauté de la passion. Répondez sous ce tweet avec le menu manga, hashtag le menu manga. Pour vous, que est le... Bon, il y a une faute. Je vais le traduire, enfin je vais le corriger à sa place. Quel est le meilleur manga, quel est le meilleur combat dans Dragon Ball? Donc Z, GT et OAV compris. Par contre, il n'a pas dit, il n'a pas parlé de le Dragon Ball classique et Dragon Ball Super. Euh, D'accord, donc rien que ça suffit pour qu'il soit numéro un dans les tendances, c'est fou. Hashtag menu manga, le combat Goku Janemba en termes de Corée, il est incroyable. Ouais, donc ça c'est un OAV, un film plutôt. Alors moi je suis, pour vous dire les choses, Dragon Ball ça a été le tout premier manga que j'ai découvert quand j'étais gamin. Ensuite il y avait Captain Tsubasa, Détective Conan. Aujourd'hui je suis moins fan de Dragon Ball. On va dire que ce qui a brisé la magie Dragon Ball pour moi c'est Dragon Ball Super lorsque c'était sorti en 2015. Et pour moi, voilà, j'ai été horriblement déçu par Dragon Ball Super. Je craignais un petit peu, on va dire. En fait, au fond, je m'attendais à rien. Comme disait, je sais plus le petit personnage dans Malcolm, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bah, Dragon Ball Super, c'était ça, c'était ça. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, je suis pas trop, voilà, je suis plus. Pour moi, Dragon Ball Z, Dragon Ball, c'est mon enfance, mais je suis pas non plus, je suis pas plus à fond aujourd'hui qu'il y a 20 ans par exemple, vous voyez. Alors, donc je vais vite fait regarder les tendances, hein. Hashtag menu manga perso, le combat Goku versus... Ah pardon, d'accord, Jackie Chun. J'ai cru lire Jackie Chan. Je pensais que c'était un troll. Oui, donc, ouais, parce qu'il y a un Goku, il y a le... Parce qu'il faut savoir que Akira Toriyama est un grand fan de Jackie Chan. Il y a plein de clins d'œil à Jackie Chan, notamment, je sais pas si vous savez, mais Goku, en fait, sa grosse phobie à lui, c'est les piqûres. Et Jackie Chan aussi, sa phobie, c'est les piqûres. Et puis évidemment, il y a un personnage, Jackie Chun, qui apparaît dans Dragon Ball, le tout premier Dragon Ball, et qui n'est en fait que le pseudonyme de Tortue Géniale, donc Kame Sennin, en japonais. Donc voilà, c'est pour ça. Donc au final du 20e... C'est vrai qu'il était pas mal ce combat. Le 21e Ten Kaichi Budokai. La confrontation maître-élève qui signifie l'aboutissement de l'entraînement ardu de Goku et Krillin. Le combat passe brièvement par le combat contre Goku Ozaru et finit de manière inattendue. C'est vrai que on n'imagine pas, mais les premiers Dragon Ball étaient vraiment... C'était drôle, c'était captivant. Euh, Il y avait un côté, c'était vraiment très avant, il y avait beaucoup d'avant, c'était vraiment plus axé sur aventure, comédie et combat forcément. C'était moins tragique. Les tout premiers tomes de Dragon Ball étaient vraiment axés sur l'humour et c'était très plaisant à lire vraiment. Ça fait très longtemps que je n'ai plus lu Dragon Ball, faudrait que je m'y remette. Mais ouais, en effet, la dernière fois c'était quand? Waouh, je crois que ça fait il y a 4 ans. Je n'ai plus relu les tomes de Dragon Ball depuis 4 ans.
Ouais, il faudra que je m'y remette. Ouais. Alors pour moi personnellement, le combat qui m'a le plus marqué dans Dragon Ball, ça va être compliqué parce qu'il y en a tellement plein qui m'ont vraiment marqué. Euh, Peut-être le combat entre la Z Team face à Cell, Perfect Cell notamment, et tellement de rebondissements. C'était vraiment, je m'en souviens, la première fois que j'avais visionné les épisodes, j'avais des sueurs à chaque fois parce que je me dis mais merde, mais il est increvable ce Cell, c'est fou. Ouais, j'étais vraiment il y avait un suspense vachement bien soutenu dans l'arc Cell, qui est pour moi vraiment l'arc que je préfère le plus parmi tous les arcs de Dragon Ball. Mais euh, de tête, de mémoire, ouais, le combat entre Goku et Freezer, non pas dans l'animé, parce que dans l'animé il y a un souci avec le rythme qui est assez pénible. Pareil, même dans l'arc Cell, il y a aussi ce genre de problème. Du coup, on va dire que ce qui m'a le plus marqué, ouais, c'est dans la version manga, le combat entre Goku et Freezer. Vraiment, c'est vraiment très fort, c'est vraiment puissant. Là, le rythme est respecté. Enfin, le rythme est, dire, on se fout moins de ta gueule dans le manga que dans l'animé, parce que dans l'animé, on te rallonge excessivement ce combat, alors que dans l'animé, on va à l'essentiel et malgré tout, tu ressens vraiment de la tension constamment. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas à dire. Euh, Mon préféré, ouais, c'est ça. Oh là, c'est compliqué. Il faudrait que je relise les mangas. Par contre, il y a les OAV Dragon Ball Z. euh, Quand j'étais gamin, j'avais tous les VHS des OAV de Dragon Ball Z, à la poursuite de Garlic, 100 000 guerriers de métal. Enfin, vraiment, j'avais tout, vraiment tous les OAV, qui en fait, enfin, c'est des OAV pour nous, pour le public français, mais pour les Japonais, c'était des films. C'était des films qui sortaient en salle, vous voyez. Et à part peut-être l'histoire de Trunk et le père de Goku, donc Badak. Ceux-là, par contre, c'était vraiment des. Non pas des OAV, mais c'était des téléfilms. Donc c'était diffusé à la télévision japonaise pour la première fois. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué dans les OAV de Dragon Ball Z, bah, y avait le combat contre Freezer, forcément, qui était vraiment incroyable quand tu découvrais ça la première fois, que tu étais déjà fan de Dragon Ball Z et que tu découvres ce film, vraiment, waouh, c'est une sacrée claque dans la gueule. Puis ensuite, il y a le combat avec Kula. Alors c'est marrant parce que en fait c'est Cooler, mais Cooler, le frère de Freezer, qui n'est pas canon, mais voilà, mais moi je le trouve 100 000 fois plus stylé que Freezer. Et c'est marrant parce que dans la VF, l'ancienne VF, dans le téléfilm 100 000 guerriers de métal, ou bien le tout premier film où il apparaît pour la première fois, il s'appelle pas Cooler mais Kula. En fait, il le prononce les acteurs français le prononcent son nom à la japonaise, Kula. Du coup, c'est très amusant, quoi. Parce que d'habitude, les Français, surtout à l'époque, dans les années 80-90, quand ils adaptaient des animés en France, ils francisaient absolument tout. Et là, sur le coup, ils étaient assez fidèles. Voilà. Donc, le combat c'est Vegeta et Goku qui se battent contre les clones robotiques et métalliques de couleur dans Kula. Ça aussi, ça m'avait marqué. C'est genre, t'as Goku et Freezer qui réussissent à venir à bout de Kula. Et, et en fait, tu te dis, c'est bon, ils ont réussi à le vaincre, super, bon, soulagement, on va enfin libérer le peuple qui est soumis en esclavage et tout. Puis là, tu vois à l'horizon des dizaines de milliers de couleurs en métal et tu te dis merde. Et ça, c'était génial, cette scène était vraiment brillant. Voilà. Ouais, parce que les OAV, moi je vous conseille vraiment pour ceux qui n'ont pas, ceux qui connaissent Dragon Ball, l'univers de Dragon Ball, que ce soit les mangas ou les animés,
surtout les nouvelles générations qui ne connaîtraient peut-être pas les OAV de Dragon Ball, les vieux OAV de Dragon Ball des années 80-90, enfin de 90 surtout. Je vous conseille vraiment de regarder les OAV parce qu'il y en a certains, ils sont assez moyens, mais il y en a d'autres qui sont vraiment excellents, qui sont bien animés, qui sont vraiment très agréables à voir. Là, tu vois, ça va uniquement à l'essentiel, c'est-à-dire que c'est le combat, combat et combat. Là, on tourne pas autour du pot, c'est combat, constamment du combat. Donc là, on est à la 10e minute de la vidéo, donc je vais passer à un autre hashtag. Et donc voilà. Goku versus Freezer avec cette punchline légendaire. Tu peux détruire des planètes, mais tu es incapable de tuer un homme seul. Pas mal. Alors je vais changer d'hashtag, mais pour ça, je peux pas parce qu'en fait, voilà, je suis obligé de faire ça. Désolé si vous voyez pas grand chose pour le moment. Oh, bah si vous voyez des choses. Bah si vous voyez des choses. Alors, en hashtag, qu'est-ce qu'il y a? Michael Jackson. Attends, Manchester City, c'est maintenant? Mbappé contre Manchester City. On est obligé de penser à ce match. Mais non, mais le Manchester City et PSG, c'est pas ce soir normalement, c'est demain. Ok, non. Bon, ça ne fait que parler du truc, ok. Hashtag, donc ensuite il y a militaire. Alors, pardon si vous me voyez pas, en fait, attendez. Vous me voyez pas. C'est normal, c'est normal. Attendez, je vais juste recadrer. Quoique, attends, c'est compliqué. Soutien, hashtag militaire français. Évidemment, moi j'ai beaucoup de respect pour les militaires qui se sont engagés. Pourtant, je suis un pacifiste, mais il faut reconnaître que, voilà, quand on s'engage dans l'armée, tu sacrifies énormément de choses en toi. Tu te donnes corps et âme pour la nation, pour protéger les intérêts de ton pays, pour protéger les intérêts de tes concitoyens. Ouais, et voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les militaires. Donc, par contre, je sais pas pourquoi d'un seul coup on les voit en hashtag, je vais découvrir ça. Ce qui est de plus choquant, alors je vais vite fait, hop, voilà. Ce qui est de plus choquant. Ah, attendez. Ah non, 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 non. Je pensais que vous pouviez. Non. Ok, c'est bon. Là, comme ça, vous me voyez et en même temps, vous voyez aussi ce qui se passe sur l'écran. Alors, ce qu'il y a de plus choquant dans les réactions suscitées par la tribune des anciens militaires dans Valeurs Actuelles est l'image désastreuse que certains ont de l'armée. Tous ces préjugés débiles, enfilés comme des perles en disent long sur le cerveau malade de leurs auteurs. Je ne comprends pas en fait. Je comprends pas en fait exactement ce qui se passe. C'est qui ce Kevin Bossuet? Professeur d'histoire, chroniqueur, j'interviens régulièrement dans différents médias, mes propos n'engagent que moi je vais essayer de voir en fait pourquoi est-ce que les gens... Qu'est-ce qui se passe avec les militaires? Pour eux, un soldat est juste bon à aller risquer sa peau pour leur confort personnel et ensuite doit la fermer à tout jamais. C'est vrai que sur le coup, bon, je ne suis pas militaire, donc je n'ai pas... je ne suis pas soumis en fait à justement le silence. Je sais plus comment on appelle déjà ce truc où les militaires doivent fermer leur gueule. Ils ont l'obligation de ne pas critiquer ce qu'ils peuvent endurer, ou ils ne peuvent pas critiquer ni même les décisions des gouvernements. Ils doivent, je crois que ça s'appelle le droit de réserve, je crois, je sais plus. Et c'est vrai que sur le coup, tu dis quand même pour des gens qui quand même s'engagent, sacrifient leur vie pour faire en sorte que pour assurer nos arrières, pour assurer les arrières de la population comme de ceux qui sont dans les hautes sphères de l'État, recevoir autant de mépris de la part de l'État, de les considérer comme de la chair à canon, engager des conflits militaires, s'engager dans des conflits militaires à l'autre bout du monde, alors que bon, évidemment, le truc c'est que sur le coup c'est un peu compliqué à débattre évidemment, mais
On défend non pas le peuple français, mais indirectement on dit qu'on le défend parce que on défend des positions stratégiques qui se trouvent à l'étranger, notamment des réserves pétrolières, des réserves minières, notamment en Afrique, au Mali, des groupes français comme Eurovia, non Eurovia, non c'est pas Eurovia, c'est quoi déjà déjà Eurovia c'est italien et c'est rien à voir avec c'est les travaux publics, mais j'ai oublié le nom, ça ressemble presque à Eurovia, mais Veolia, je crois que c'est ça, des entreprises comme ça qui sont basées un peu partout dans le monde et qui souvent se trouvent dans des lieux un peu tendus, un peu voilà, qui sont dans un lieu un peu dangereux avec des terroristes, des rebelles par-ci par-là. Et là, sur le coup, on engage l'armée, enfin on envoie l'armée là-bas pour sécuriser le lieu, justement pour faire leur business, pour que les gros patrons qui sont implantés dans les pays africains ou ailleurs puissent faire leur business tranquillement en sécurité. Et il y a beaucoup de gens beaucoup de soldats français qui meurent, notamment au Mali, au Sahel, parce que justement ils se battent contre des terroristes qui sont venus un petit peu foutre un peu la pagaille dans la région et notamment dans les zones un petit peu stratégiques pour la France. Et voilà, donc c'est vrai qu'on leur doit du respect quand même aux soldats et on ne doit pas les mépriser comme le font le gouvernement, de les traiter comme ça, comme de simples... faire semblant devant les caméras, montrer leur reconnaissance, mettre la main sur le cœur et dire oh, merci d'être là, alors qu'en réalité il y a quand même beaucoup de mépris, qu'on ne les laisse pas s'exprimer comme il se doit. C'est ça, je crois qu'ils sont obligés de s'exprimer sur Valeurs Actuelles. C'est ça, il y a une tribune des anciens militaires dans Valeurs Actuelles, parce que justement les anciens militaires ne sont pas soumis aux droits de réserve, donc du coup ils peuvent s'exprimer. Jean-Luc Mélenchon a réussi une manipulation hallucinante. On a commencé le week-end par l'égorgement d'une policière dans un commissariat. On le termine avec un fantasme de putsch de généraux. Ah ouais? Alors ce serait plutôt que prévu. Ce serait plutôt que prévu un putsch militaire à l'Elysée. C'est pour ça que j'ai cru voir putsch en fait dans les tendances Twitter. Je me suis dit mais attends, c'est vrai, c'est du sérieux. Il y aura un coup d'État. Les militaires servent la France. Les macronistes la vendent, ça je l'ai vu. Alors, immense respect aux militaires qui, de plus en plus nombreux, signent la lettre des généraux. L'appel des 1000 militaires dérange la Macronie. Et pour cause, on y lit notamment que le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. Accusation grave. Attends, qu'est-ce qui est grave? C'est le fait de dénoncer ça ou c'est la situation en elle-même qui est grave? Est-ce que ça veut dire qu'en gros, attends, c'est qui elle? Avocat, ancien membre de l'ordre des avocats de Paris, ancien membre du CNB. D'accord, donc je pense qu'elle doit être contre la Macronie, sinon elle n'utiliserait pas le terme de Macronie si elle était si elle était pour la Macronie. Mais vraiment, si c'est vrai, c'est terrifiant, hein. Je vous assure, si c'est vraiment vrai, si tout ce qui se dit est vrai, c'est vraiment terrifiant. Un immense respect et soutien aux militaires de France. Ils sont là pour nous protéger, force aux militaires. D'accord, mais c'est quoi en fait Je veux bien qu'on leur rende hommage, mais c'est quoi? Parce que généralement, quand on est en tendance, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a vraiment un truc qui... Est-ce que c'est à cause de la tribune sur Valeurs Actuelles? La minute Ricardo qui dit chez les militaires ça tangue. Une vingtaine de généraux
une centaine de hauts gradés et des milliers de militaires ont signé un texte paru dans Valeurs Actuelles pour un retour de l'honneur de nos gouvernants. Pour éviter une guerre civile, ça fait du bruit. Waouh! Vous savez, j'ai sorti une vidéo, c'était une vidéo, je sais plus sur lequel, mais regardez mes anciennes vidéos si vous avez du temps à perdre comme moi. Je parle justement du risque d'une guerre civile en France si les pouvoirs publics, si les gouvernements continuent à être aussi laxistes, à mépriser autant la détresse du peuple, à laisser pourrir la situation, que ce soit par les inégalités, par le refus ou la non-volonté d'arranger, d'améliorer les conditions de vie de beaucoup de Français, de ne pas faire un moratoire sur l'immigration, de ne pas adopter une politique d'immigration stricte avec une politique d'assimilation qui soit tout aussi stricte, mais aussi pouvoir expulser les islamistes, par exemple, les mauvais Français de papier, les déchoirs de leur nationalité, notamment pour tous ceux qui poseraient un véritable problème sécuritaire et qui nourrit le chaos dans le pays. Et plein d'autres, il y a plein de choses à faire dans ce pays si on veut vraiment que les choses s'arrangent. Et c'était pas un j'ai respiré. j'ai fait un son bizarre avec ma bouche parce que j'ai respiré en fait. Vous savez, je fais de l'apnée du sommeil, donc ça doit être à cause de ça. Et donc c'est en aspirant en fait que j'ai fait ce bruit. Désolé. Il n'y aura pas de montage, donc si je fais des sons bizarres avec ma bouche, désolé d'avance. Donc du coup, si on veut arranger la situation dans le pays, on n'aura pas d'autre pas d'autres. Ça, sur coup, je songe à faire du montage du coup. Parce que voilà, on sait jamais. Si je peux dire une immense connerie, par exemple, sans le vouloir, je fais un lapsus dérangeant. Voilà. Bref, si on veut que le pays s'arrange, bah, il va falloir faire des sacrifices, adopter vraiment une politique très dure, un peu radicale, vu que ce que subissent beaucoup de Français est quand même assez dur, très dur, donc il faut adopter une politique tout aussi dure si on veut que les choses s'arrangent. Et pour ça, il faut avoir des politiciens qui ont des couilles, qui ne se laissent pas influencer par les gros puissants de ce pays, c'est-à-dire les gros industriels, les milliardaires, les multimilliardaires du CAC 40, ceux qui tiennent vraiment le pouvoir par les couilles. Ces gens-là, bah, il faut leur dire que non, ok, vous êtes minoritaire, vous ne représentez à peine genre 0,001% de la population, vous ne pouvez pas comme ça diriger le pays en imposant demander au gouvernement successif de mettre en place telle ou telle loi, enfin comment on appelle ça, de réforme, de réformer, de faire des réformes comme ça des réformes qui sont contre-productives et qui mettent à mal et qui mettent en péril une bonne partie de la population, et ça, vous pouvez pas faire ça. Voilà, il faut trouver un juste milieu, il faut trouver un juste équilibre, mais vous pouvez pas comme ça vous goinfrer et ne rien laisser pour ceux qui font réellement bouger le pays, qui se sacrifient, qui souffrent vraiment terriblement, qui sont complètement écrasés, totalement écrasés par ceux qui tiennent les rênes et qui représentent vraiment qu'une infime minorité. Si on continue comme ça, oui, moi ça m'étonnerait pas qu'une guerre civile éclate. Hein. Pour moi, on a parlé de soulèvement des gilets jaunes. Pour moi, ce n'est pas un soulèvement. Pour le moment, je vois plutôt ça comme une simple manifestation pacifiste. Et majoritairement, parce que ceux qui cassent, ceux qui brûlent, on s'aperçoit que n'appartiennent pas aux gilets jaunes. On les appelle les Black Blocs, c'est des gens qui justement n'ont strictement rien à foutre de la détresse des gilets jaunes, parce qu'on s'aperçoit que ceux qui font partie des Black Blocs sont complices de la police de la Macronie, comme je l'appelle, pour les distinguer de la vraie police, ou bien ce sont carrément des fils à papa bourgeois qui appartiennent à des mouvements d'extrême gauche radicale très violents, antifascistes et compagnie, et qui n'hésitent pas à caillasser, à casser, à brûler pendant les manifs
pour montrer une image assez sale des gilets jaunes, quoi. C'est une forme de... Vous voyez, par exemple, c'est l'art de la guerre d'un philosophe chinois, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui disait qu'en fait, la meilleure façon de détruire l'ennemi, c'est de le détruire de l'intérieur, donc du coup, de s'amuser à l'intérieur de l'ennemi, chez l'ennemi, et provoquer des discordes ou de lui à l'intérieur pour qu'ils se bouffent entre eux afin de leur donner une mauvaise image c'est une stratégie comme une autre et c'est ce que font la Macronie avec les Black Blocs par exemple, qui est carrément couvert par l'État, qui est carrément couvert par les forces de l'ordre, et ça c'est très révoltant. Voilà, donc 25 minutes, wow, on est déjà... Ok, donc, si j'ai bien compris, c'est pour cette raison-là que... ouais, vraiment c'est inquiétant, parce que si on ne fait rien, encore une fois, moi ça m'étonnerait pas que que les militaires prennent le pouvoir un jour. Donc il y a le breton le breton de 2991. Ah non. Ah, j'ai dit BZH, c'est l'initiale je crois que breton se dit Braise, je sais plus. S'il y a des Bretons qui regardent cette vidéo par hasard, ce qui m'étonnerait, parce qu'il y a personne qui regarde mes vidéos, mais ça je m'en fous. Le principal c'est que je puisse m'exprimer et que je puisse tuer le temps, parce qu'évidemment je fais ça parce que j'ai que ça à foutre. Donc il dit que les militaires sont désormais les seuls à pouvoir fermer le terrain de jeu de la délinquance internationale qui fait de la France son territoire exclusif depuis des décennies, mais aussi les derniers à pouvoir sauver la civilisation française déjà dans un état de siège avancé. Ça ne m'étonne pas. Vraiment, moi sincèrement ça m'étonne pas de voir que en fait tout ça n'est qu'un laxisme totalement volontaire de la part des pouvoirs, quoi. Ils sont conscients qu'ils sont en train de mettre le pays, de le faire sombrer le pays dans le chaos, mais ils s'en foutent parce que, comme je l'ai dit au début, ils sont soumis aux milliardaires. Donc quand on a de l'argent, on a du pouvoir. Ça, malheureusement, j'en ai été... j'ai pu en faire... je sais de quoi je parle. Voilà, j'ai subi une injustice. Quand je dis injustice, je parle au niveau de la justice. J'ai été condamné à tort pour un truc que je n'ai pas fait. Et c'est vrai que par exemple, quand on a du fric, on peut se payer un avocat, on peut faire plein de choses qui peut, voilà. Et aussi surtout, on peut être, comment dire, les juges peuvent être plus indulgents quand on est plus puissant. Parfois, on n'est même pas du tout suivi, pourchassé on n'est pas traîné en justice, vous voyez. Et c'est vrai que les gens pauvres, généralement, même pour pas grand chose, ou même surtout pour moi, pour un malentendu, pour un quiproquo, un dramatique quiproquo, j'ai été condamné à tort pour un truc que je n'ai pas fait, et que la personne qui m'avait accusé du truc que je n'ai pas fait, un jour je ferai une vidéo pour vous expliquer avec preuve à l'appui. J'ai été condamné pour menace de mort, donc une menace de mort que je n'ai jamais proférée, et j'en ai la preuve. J'ai pu prouver par la suite que je n'ai jamais proféré de menace de mort, que ce n'est pas mon genre, que ce n'est pas mon genre de faire ça, ce n'est pas dans mes codes, et malheureusement j'ai été condamné, voilà, pour ça, parce que je n'avais pas d'avocat. Parce que les flics m'ont manipulé pour pas que je prenne un avocat, et comme c'était la première fois que j'avais affaire à la justice, bêtement j'ai accepté leur conseil de ne pas prendre un avocat, jusqu'à comprendre qu'ils m'avaient menti, que non, un avocat c'est très utile. Ce n'est pas seulement pour savoir si j'étais apte à rester en garde à vue ou non, c'était aussi pour avoir un droit de regard sur le dossier, et voir et mon avocat aurait pu voir qu'il y avait des incohérences, des contradictions, qu'il y avait un couac total dans la procédure, et que ce que j'ai exprimé et que les gens ont vu ça comme une menace de mort n'était pas une menace de mort, mais une allégorie de ma mise à mort, parce que je parlais de ma mort à moi. Et que j'avais la preuve de ça, mais le problème c'est que comme les pièces à conviction étaient totalement biaisées, et ben malheureusement voilà, j'ai rien pu faire, hein, j'avais pas d'avocat. Si j'avais eu un avocat, j'aurais été très facilement innocenté, et j'aurais eu un an ensuite. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que comme je n'avais pas d'avocat, j'ai été condamné.
Il n'y avait que moi qui pouvais me défendre. J'avais un pseudo-avocat commis d'office. J'insiste sur le pseudo parce que c'était vraiment pitoyable sa façon de travailler. J'avais que 4 minutes pour me défendre, pour préparer ma défense. Et 4 minutes seulement. Et quand je lui ai expliqué qu'il fallait vérifier dans mes emails l'intégralité de tout ce que j'ai exprimé dans mon email, qu'à aucun moment je ne menace qui que ce soit de mort, et qu'au contraire je parlais de ma propre mort, et ben en fait il ne l'a pas fait. Du coup bah voilà, j'ai été condamné. Voilà, c'était inévitable, alors que ça aurait pu être évitable si j'avais eu un avocat. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai été totalement sidéré, totalement dévasté par la condamnation, je savais même pas qu'on pouvait faire appel. Et quand j'ai su qu'on pouvait faire appel, j'ai décidé de prendre contact avec un véritable avocat pour faire appel. Sauf que les 10 jours s'étaient déjà écoulés. Voilà. Donc il y a eu une injustice. On peut être certain que la justice c'est vraiment un problème avec le système judiciaire. C'est du grand n'importe quoi. On ne condamne pas ceux qui doivent être condamnés, et on condamne parfois excessivement ceux qui ont fait des choses qui sont pas forcément très graves. Notamment, je pense au SDF qui a été condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir volé des pâtes dans une maison parce qu'il avait faim. Voilà. Alors que le propriétaire de la maison, il a retiré sa plainte quand il a vu que quelqu'un était rentré chez lui pour piquer un paquet de pâtes. Quand il a vu que c'était un SDF qui crevait de faim, il a retiré sa plainte. Il voulait pas que le SDF soit condamné, mais il n'a pas été entendu par les juges qui ont quand même malgré tout décidé de le condamner à de la prison. Pendant que des gens plus riches font des choses encore 100 000 fois plus graves et ne sont jamais inquiétés par la justice et réussissent à sortir du tribunal en sifflotant. Et puis vous avez des gens comme moi qui sont accusés à tort pour un truc qu'ils n'ont pas fait et qui vont ensuite être condamnés malgré les preuves. Parce qu'évidemment, j'ai oublié de vous dire, j'ai pu fournir les preuves. J'ai dû être mon propre avocat pour fournir les preuves de mon innocence. Et c'est-à-dire que maintenant, la justice savent que je suis innocent, mais ne peuvent pas me déclarer innocent, non coupable, parce que je n'ai pas fait appel. D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit, vous auriez dû faire appel. Voilà, c'est très con, hein, c'est très très con. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous raconter un jour en détail, vraiment en détail, cette histoire dans une autre vidéo pour vous expliquer à quel point il y a un immense problème avec la justice. C'est un peu du grand n'importe quoi. On ne condamne pas. Il y a des violeurs qui parfois échappent à la justice, des vrais violeurs, des dégénérés, des gens dangereux, violents. Et puis à côté, vous avez des gens qui finissent en prison pour des conneries, vraiment des trucs ridicules qui font mal à personne. Ce sont des gens pacifistes et sensibles qui ont juste été désespérés. Et vous avez des gens comme moi qui ont exprimé leur détresse par email et du coup qui ont parlé de leur propre mort, à un moment je parlais même enfin je sais pas, j'ai exprimé en fait une allégorie de ma mise à mort, en fait une allégorie de ma mise à mort. C'était clair et net, sauf qu'ils ont coupé. La personne qui m'a accusé a volontairement biaisé la pièce à conviction en ne prenant en compte que seulement une partie de l'email qui pouvait laisser suggérer que ça pouvait être une sorte de menace de mort. Et alors que si on prend l'ensemble, c'est comme si je disais j'ai battu ma femme aux échecs et qu'on ne retenait seulement que j'ai battu ma femme. Vous voyez, c'est vraiment le même quiproquo. Et c'est très grave, hein. C'est vraiment très, très grave ce que cette personne m'a fait subir. Bref, je ferai une vidéo sur la justice un jour, vous verrez. C'est vraiment effarant à quel point j'ai pu voir de mes propres yeux comment fonctionne la justice. Et c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc je suis totalement d'accord avec ce que dit BZH de 1991 quand il dit voilà, les militaires sont désormais les seuls à pouvoir fermer le terrain de jeu de la délinquance internationale qui fait de la France son territoire exclusif depuis des décennies, mais aussi les derniers à pouvoir sauver la civilisation française déjà dans un état de siège avancé. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que sur le coup, les militaires, c'est un peu notre joker à nous, le peuple. On n'a rien. On a affaire à des gens puissants qui constituent une infime minorité, mais qui ont toutes les cartes, qui trichent, parce qu'ils ont toutes les cartes, ils ont toutes les bonnes cartes, parce qu'ils passent leur temps à tricher sans arrêt, à faire à faire des combines bizarres derrière notre dos, à mentir, à manipuler, et
Et puis vous avez l'armée qui, eux, sont... On peut pas... comment dire, on peut pas corrompre. Enfin, si on peut corrompre un soldat, mais un vrai patriote, quelqu'un qui aime profondément son pays, et qui aime le peuple français, qui aime sa famille, qui aime ses ancêtres, enfin qui voue, une admiration et un respect profond pour ce que nous ont légué nos ancêtres. C'est forcément ces gens-là, on peut pas les corrompre. On peut pas, parce que leur amour profond pour leur pays, pour leur terre, est tellement ancré jusqu'au plus profond d'eux que c'est impossible de les corrompre. Et forcément, s'ils doivent choisir un camp, ce sera forcément le camp de la France. Et ces gens-là, évidemment, comme je l'ai dit, c'est le joker du peuple. Voilà, l'armée est le joker du peuple. C'est-à-dire que le jour où les gouvernements iront beaucoup trop loin en termes d'ingérence, ce qui va se passer, c'est que oui, ce putsch tant redouté par la Macronie, voire peut-être pour les gouvernements suivants, ce putsch, ce coup d'État que tout le monde redoute, ou espère, hein, ceux qui redoutent, ce sont forcément ceux qui s'engraissent bien au sommet et qui se fichent totalement de la détresse, voire encouragent, voire même participent justement à provoquer cette détresse chez une partie du peuple qui sont totalement écrasés en dessous. Ces gens-là vont forcément être... c'est eux qui redoutent vraiment ce putsch, qui redoutent... Alors je dis pas... Moi encore une fois, je suis quelqu'un de pacifiste. Si on peut éviter ça, qu'on l'évite. C'est pour ça que j'encourage. C'est pour ça que j'encourage vraiment les pouvoirs... les gouvernements, ou même ceux qui tiennent vraiment les rênes, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. J'encourage vraiment à faire un effort pour vraiment écouter le peuple, quoi. De vraiment écouter leur détresse, et de faire quelque chose pour justement éviter une guerre civile. Donc voilà. On va changer de hashtag. Alors, Air Margot. Reine Margot. Je savais que c'était Reine Margot, parce que je crois que je crois que je la suis sur mon compte. Alors, rien ne vous empêche d'honorer nos militaires, chers patriotes, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Tendance Twitter numéro 1. Alors, le gouvernement Macron est davantage pressé pour sanctionner des militaires que pour agir contre la racaille qui vole, viole et tue au quotidien. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Il y a vraiment un sens des priorités vraiment... tu sens vraiment que voilà, en fait, quand ça touche vraiment les gens d'en haut, là, ils réagissent. Ils réagissent tout de suite. Mais forcément, quand ce sont des choses que vivent exclusivement les gens d'en bas, donc notamment les méfaits de la racaille, la violence, les vols, les agressions sexuelles, les viols et les meurtres, hein, je pense à ce drame qui s'est produit au commissariat de Rambouillet. J'habite pas loin en plus de ça, j'habite dans les Yvelines, donc j'ai Rambouillet, ouais, c'est à côté, quoi. Et Rambouillet, c'est une ville magnifique. Il y a la forêt de Rambouillet à côté, il y a le parc du château, c'est sublime Rambouillet. Et donc ça me dégoûte, vraiment, c'est assez révoltant. Je ressens une immense colère et évidemment, est-ce qu'on va prendre des véritables mesures pour contrer tout ça ? Le gouvernement va faire des trucs, mais ce sera pas vraiment... ils vont pas adopter de mesures très, très, très strictes, très radicales, justement pour mettre un terme une bonne fois pour toutes à toutes ces dérives. Ils ne le feront pas parce qu'il n'y a pas de courage politique. Alors, Newsweek qui dit... après la tribune des ex-militaires, Mélenchon saisit le procureur de la République. Article 40 du Code de procédure pénale. Il presse aussi la ministre des Armées de lancer des enquêtes au sein des troupes pour savoir s'ils bénéficient de soutien militaire. Sérieux ? Alors Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il dit ? Cette tribune dans Valeurs Actuelles donne de l'armée une image totalement déformée et cela crée à l'intérieur des armées des relations tout à fait inacceptables entre une petite poignée d'exaltés et le très grand nombre qui est fermement attaché à la République. Il est bizarre Jean-Luc Mélenchon.
Lui, carrément, il voulait carrément une sorte de révolution, il voulait une sixième république. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il dit ça. Parce que quand il dit attaché à la République, on parle de quelle République? Parce que là, ce qu'on a à faire, c'est... on voit tellement de dérives dans cette République. Parce que moi, honnêtement, je suis profondément républicain. Mais ce qu'on a à faire là, ce n'est plus vraiment une véritable République. Là, on a affaire à une oligarchie où seulement quelques individus tiennent vraiment les rênes de ce pays. À vrai dire, on est même dans une sorte de monarchie, une monarchie capitaliste. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui ont le plus de thunes, bah, c'est eux les rois, c'est eux les kings, c'est eux qui tiennent, c'est eux qui tiennent tout par la main. Et c'est eux qui... et en gros, tu t'aperçois que les gens qui deviennent... Enfin, les candidats à l'élection présidentielle, lorsqu'ils deviennent présidents, lorsqu'ils font un quinquennat, ils ne sont que des pantins pour ces rois de la finance, ils ne sont qu'un pantin qui ne font que se soumettre à leur volonté. C'est des petits toutous qui pour 5 ans vont bosser, vont faire passer des lois, des réformes qui vont dans le sens de ces rois qui sont... Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de monarchie monarchie capitaliste ou bien d'oligarchie, quoi. Mais on n'est pas vraiment dans une véritable république démocratique. Très loin, parce que je pense que même, vous savez ce que je suis en train d'exprimer là, je pense que quelqu'un de plus influent, s'il osait s'exprimer de cette manière-là, il se ferait dézinguer, vous voyez. Alors, il se ferait pas empoisonner à la russe, hein. Peut-être bien, je sais pas. Peut-être que c'est déjà arrivé, on ne le sait pas. Je pense pas. Mais en tout cas, je pense que je me ferais dézinguer déjà. Si une personne de plus influente de moi disait tout ce que je suis en train de dire là actuellement, il se ferait dézinguer. Mais violemment, très violemment. Et il serait... comment dire, il serait ostracisé, on le mettrait vraiment, on l'isolerait, on chercherait dans son passé, on fouillerait dans son passé pour voir... ça, c'est vraiment la méthode française. Ça. C'est la méthode, la méthode oligarchique à la française, c'est-à-dire qu'en gros, on fait croire qu'on est dans une république démocratique, et en fait, quand on a vraiment des gens qui mettent, je vais même pas écouter ce que dit Mélenchon sur ce tweet, ça m'intéresse pas parce que il fait beaucoup de démagogie. Voilà. En fait, quand vous avez un opposant qui met vraiment des poils à gratter au gouvernement, souvent on trouve toujours le moyen de l'arrêter. Et souvent la méthode qu'on utilise, c'est de fouiller dans son passé. Et dès qu'il y a quelque chose, on trouve quelque chose dans son passé, genre on voit qu'il a un casier judiciaire pour tel délit ou crime, enfin surtout délit, pardon. Ou bien on s'aperçoit qu'il a fait des choses très désobligeantes, très, très honteux par le passé. Si c'est un type qui se dit... comment dire, si on s'aperçoit qu'il a été dans un mouvement d'extrême droite, parce que ça c'est la mode, on fouille et on fait on fouille dans le passé des opposants et on regarde s'il n'y a pas des contradictions dans leur... à la fois dans... Par exemple, pour les gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait des tas de gens qui ont réussi à faire parler d'eux parmi les gilets jaunes. Et ceux-là, la première chose qu'ont fait les journalistes, c'est de fouiller dans leur passé. Et dès qu'ils ont vu des choses, notamment, tiens, lui, il a été au Front National. Tiens, lui, il a été dans un mouvement nationaliste d'extrême droite, je sais pas quoi, comment dire, racialiste, néo-nazi, tout ce que tu veux. Enfin, toutes les étiquettes habituelles que les journalistes... Enfin, les journalistes qui sont vraiment... qui déroulent le tapis rouge au gouvernement dès qu'ils arrivent dans leurs locaux... Ces journalistes-là n'hésitent pas justement à utiliser cette méthode dégueulasse, vraiment immonde, de fouiller comme ça dans le passé de chaque individu qui commence à poser problème, vous voyez. Et à ce moment-là, on leur dit, regardez, c'est un type d'extrême droite, vous suivez un type d'extrême droite, regardez, il a été nazi il y a 40 ans. Des choses comme ça, vous voyez, c'est complètement... et donc du coup, c'est pour ça que je dis en fait que... Si vraiment Mélenchon était vraiment un vrai patriote ou quelqu'un qui se rendrait compte à quel point ce qui se passe en France, on est loin d'une république telle qu'on pourrait l'imaginer. Si vraiment, vraiment, vraiment il s'en rendait compte, et il s'amuserait pas comme ça à cracher sur la gueule de
de ces militaires justement qui ont osé, de ces ex-militaires qui ont osé s'exprimer et dire ce qui ne va pas. Voilà. Et, au contraire, je pense qu'il cherchera à les comprendre et pas à leur demander, parce que qu'est-ce qu'il a fait Mélenchon? Donc il a saisi le procureur de la République. Donc il veut carrément punir ces, ces ex-militaires qui sont en quelque sorte des sortes de lanceurs d'alerte. Parce qu'il me semble que ces militaires n'ont pas menacé le putsch de faire un putsch. Je pense qu'ils ont juste dit que il faut que ça s'arrête. Ou un truc comme ça, il faut que ça s'arrête, sinon nous on va faire en sorte que ça s'arrête. Il faut un truc du genre. Alors moi, qui dit... Alors c'est pas vraiment moi, hein, vous avez compris. Quand tu as jamais fait l'armée et que tu te retrouves au poste de ministre des Armées, il est facile de confondre le bruit des charentaises avec celui des bottes. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui se retrouvent d'un seul coup, ils ont un poste au ministre des Armées et qui ne savent strictement rien de comment fonctionne une armée. Moi, je trouve ça, mais pas seulement pour le ministère des Armées, mais aussi pour tous les autres ministères. Avec par exemple la pandémie du Covid, on a fait quand même, on a mis des gens qui sont pas qui ne connaissent strictement rien à la médecine, à la science, et qui d'un coup se retrouvent dans ce ministère et qui vont forcément adopter. Moi, j'ai toujours pas compris en fait que comment des gens, des politiciens qui ne maîtrisent absolument pas leur portefeuille, comment on appelle, arrivent d'un coup à avoir ce poste, alors que vous avez des gens bien 100 000 fois plus doués qu'eux. Eux ils sont dans le truc, mais sauf qu'ils ne sont pas au sommet, vous voyez, ils sont juste en bas. Du coup, là c'est pareil pour le ministère de l'armée. Je trouve qu'il a totalement je comprends absolument ce qu'il dit là. Je comprends. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Ouais. À force de parler, je commence à m'embrouiller. C'est parce que j'ai soif et j'ai plus d'eau. Du coup, je bafouille. Désolé. J'essaierai d'avoir un verre d'eau près de moi si jamais je commence à bafouiller, avoir du mal à m'exprimer. Je buvrai une gorgée d'eau et ça devrait aller. Alors Nicolas Louis Riel qui dit: c'est constamment le discours de Mélenchon et plus généralement de la gauche radicale en France. Vanter sans arrêt l'insurrection et voilà, c'est ce que j'allais dire. Vanter sans arrêt l'insurrection et glorifier les révolutions, notamment celle de 1789 devenue une quasi-religion. Pas seulement, il y a aussi la Commune aussi qui est très glorifiée par la gauche radicale. Mais uniquement quand ça les arrange. Voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment... En fait, pourquoi est-ce que Mélenchon est vraiment pas content du tout, hein? C'est tout bête. C'est parce que c'est des militaires. Et je sais que la plupart, je pense qu'une bonne moitié ou presque la majorité des militaires, ce qui est sûr, c'est qu'une écrasante majorité des militaires sont patriotes. Sinon, ils ne s'engageraient pas dans l'armée. Je dirais même que ceux qui ne sont pas véritablement patriotes, mais s'engagent dans l'armée parce qu'ils ont été influencés par un tel, finissent par devenir véritablement patriotes. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'armée, on vous inculque vraiment des valeurs. On vous inculque vraiment une philosophie et vous vous imprégnez tout naturellement de cette philosophie, de ces valeurs, et ça fait de vous quelqu'un de vraiment patriote, de quelqu'un qui aime vraiment son pays et qui est vraiment fier de la servir. Qui est vraiment fier de servir la France. Et donc du coup, Jean-Luc Mélenchon n'est pas vraiment reconnu pour être un véritable... c'est plus... Jean-Luc Mélenchon, c'est comme un homme qui trouve par exemple que... Alors je sais pas si c'est lui qui avait dit ça, qui disait que le fait de voir que des blancs autour de lui, ça le déprimait ou un truc du genre... c'est quelqu'un qui exprime une sorte de... il veut déconstruire la France, ils font partie de ceux qui veulent déconstruire la France, c'est-à-dire de détruire un petit peu ce qui fait vraiment la France, quoi, de sa culture, sa mentalité, son patrimoine. Et donc, et comme la plupart des gens qui sont dans l'armée sont des patriotes qui veulent que la France
la France reste la France. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah lui, ça crée une dissonance chez lui, donc forcément, il est contre. Il est contre, donc c'est pour ça que... Alors, je peux vous assurer que si c'était des hommes de gauche qui avaient exprimé la même chose, et que ce n'était pas chez Valeurs Actuelles, mais dans un autre magazine, je sais pas, dans un autre magazine, dans un autre journal comme l'Humanité ou je ne sais quel autre journaux de gauche ou de gauche radicale, je sais pas s'il existe des journaux de gauche radicale, bah, vous pouvez être certain que Jean-Luc Mélenchon, il aurait été, sur le coup, ça n'aurait pas dérangé, ou peut-être que si, peut-être qu'il aurait été gêné, parce que évidemment Jean-Luc Mélenchon, ça reste quand même un homme qui, on a vu ce qui s'est passé par exemple avec, dès qu'il y a des dérives de la violence provoquée par ces sbires, il est le premier à fermer les yeux et à éviter d'en parler ou faire de la langue de bois ou voilà, des choses comme ça. Vous voyez, bah là c'est un peu quasiment la même chose. Donc là, comme c'est des militaires patriotes qui expriment ce qu'ils doivent exprimer, voilà, et bah qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, il l'exprime non pas dans un journal de gauche, mais à Libération, Valeurs Actuelles, donc qui est un journal de droite. Forcément, bah, pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est insupportable. Et, et voilà, c'est pour ça qu'il exprime ça. Il y a une hypocrisie, parce qu'il parle souvent de révolution. Je crois qu'il admire Robespierre. Je sais pas, il admire Robespierre, quoi. Robespierre avait de bonnes idées, hein. Je dis pas évidemment qu'il y avait quelque chose d'intéressant chez lui, mais c'était quand même un homme qui a quand même imposé, qui a participé en tout cas à imposer la terreur durant la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de Français qui ont été tués, on leur a coupé la tête, on les a exécutés salement parce qu'on les considère comme étant anti-révolutionnaires. On a supposé qu'ils étaient anti-révolutionnaires, ils n'ont pas été... on a vu... Enfin, c'était terrifiant, je ne veux même pas parler de ce qui s'est passé durant la guerre de Vendée, mais Robespierre, c'était quand même un homme qui voulait donc la liberté, la légalité, tout ça, et qui a évidemment voulu abroger, qui a voulu mettre un terme à l'esclavage. Et ok, il a fait des choses assez remarquables, mais il y avait la méthode, et sa méthode en lui, c'était en gros de tuer toutes les personnes qui seraient anti-révolutionnaires, et parmi eux, forcément, les royalistes, et ben, les curés aussi, hein, qui étaient par essence aussi tout ce qui... Enfin, c'était un anti-religieux, anti-tout. Tout ce qui ne correspondait pas à son paramètre idéologique était systématiquement tué, massacré. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est ça. Il admire un homme pareil. Il le défend hein, fermement. Hein. J'avais vu une vidéo, une interview de lui où je sais plus qui avait dit du mal de... Il avait dit du mal de Robespierre mais Jean-Luc Mélenchon est devenu fou. Hein, et vraiment, il le défendait bec et ongle comme si c'était son propre père. Donc quelqu'un qui passe son temps à dire ouais vive la révolution, on aimerait une 6ème république et tout, d'un seul coup s'indigner parce que voilà des militaires ont juste exprimé ce qu'ils avaient sur le cœur, et bah vous avez ce Jean-Luc Mélenchon qui s'indigne comme si sa vie en dépendait quoi. Alors sur la différence, je vais terminer là-dessus, après je vais aller sur un autre hashtag, sur la différence entre insurrection civique, citoyenne et insurrection, armée, guerre civile, comme le propose la poignée de militaires factieux encouragés par Le Pen, il y a une petite gravure de 1848 pour vous éclairer sur le sujet. Bisous. Alors c'est qui Antoine Jean-Luc Mélenchon, bah, France Insoumise. Personne veut la guerre civile. Quand on est patriote, s'il y a bien une chose qu'on refuse, qu'on veut à tout prix éviter, c'est la guerre civile. Donc quand il dit qu'on veut encourager la guerre civile, tout ça, foutaise, vous voyez. Ça c'est de la diabolisation aveugle, parce que voilà, oh là là, militaire, valeur actuelle, journal de droite, bon, ils voient ça comme un journal d'extrême droite, le péniste. Donc le péniste est égal, voilà, pour la guerre civile, barbarie, tout ça.
Euh, alors ça, c'est pour l'ennemi du dehors. Pour le dedans, voici comme l'on combat loyalement les adversaires. Donc l'ennemi du dehors. L'ennemi du dedans, c'est plutôt le suffrage universel. L'ennemi du dehors, c'est la baïonnette. C'est pas l'inverse. Est-ce qu'ils ont compris l'inverse? Est-ce que cet homme a compris l'inverse? Euh, je vais juste voir ce qu'il dit à propos. Enfin, je vais voir ce que les autres disent de son tweet. L'insurrection, c'est l'insurrection. Il y en a qui agissent. Ça, hein. Donc les insurrections, c'est un peu comme les chasseurs. La bonne insurrection, elle appelle à renverser par la force le gouvernement élu. La mauvaise insurrection aussi, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce qu'il essaye d'exprimer, cet homme. Sur la différence entre insurrection civique citoyenne et insurrection armée guerre civile. Arrêtez de... Ah mais arrêtez avec ça, hein. Tout de suite faire Justement, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de gens qui, comme moi et même chez beaucoup de militaires, si vraiment ce qu'ils craignent le plus, c'est la guerre civile. Je pense qu'il n'y a que des psychopathes totalement inconscients qui veulent voir le monde brûler, qui veulent la guerre civile. Euh, alors que pour beaucoup, la guerre civile, c'est vraiment le dernier recours. C'est vraiment quand il n'y a plus le choix, que le peuple est vraiment en train de crever de faim et qu'il n'y a plus d'autres solutions pour changer la donne. Il n'y a plus d'autres. Voilà, il faut se débarrasser de ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils représentent une menace pour le peuple tout entier qui sont au bord de la mort. C'est ça en fait. Généralement, quand une guerre civile éclate, et malheureusement quand elle éclate, bah, ouais, c'est dramatique parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup il y aura des morts, il y aura des dommages collatéraux, il y aura beaucoup d'injustices, il y aura des exactions, il y aura beaucoup de choses comme ça. Mais justement, pour l'éviter, il faut justement faire les choses maintenant. Bah, c'est ça en fait. Et je pense que en fait, ce qu'ont voulu exprimer les militaires, je n'ai pas lu la tribune dans Valeurs Actuelles, mais ce qu'ils ont certainement voulu exprimer, c'est en gros, je vois plutôt ça comme une sorte de je dirais pas d'avertissement, mais plus, ça devait certainement être une sorte de cri de détresse, de dire euh, il faut faire les choses au plus vite, faut que les choses bougent le plus vite, le plus rapidement possible, parce que nous, en tant que militaires, on sait ce que c'est quand on est à l'étranger, on sait ce qu'est une guerre. Je parie qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont allés en Centrafrique ou qui sont allés dans je ne sais quel autre pays en guerre. Euh, euh, en Libye, je sais pas s'il y avait de l'armée française en Libye, je sais plus. Alors je dis on, je donne l'exemple, évidemment j'ai jamais été à l'armée, mais je dis on en essayant de parler d'eux. Euh, D'autres qui sont allés en Afghanistan, ils savent ce qu'est une guerre. Et ils se disent, mais je pense qu'il n'y a, pas plus. Enfin, il n'y a que euh, qui sont vraiment qui peuvent nous expliquer. C'est eux qui, en fait, ils ont toute la légitimité de nous faire comprendre que il y a, enfin, ils savent ce qu'est une guerre, quoi, en fait. Ils sont conscients de ce que ça implique, de ce qu'on peut perdre. Et si on peut l'éviter, bah, faisons en sorte de l'éviter. Et je suis certain que c'est ça, en fait, le but. C'est pas commencer à tuer du français en fonction de leurs idées. Est-ce que t'es pro-révolutionnaire ou est-ce que t'es pour la Macronie ou pour je ne sais quoi, ou est-ce que t'es pro. Est-ce que, honnêtement, sincèrement, pensez vraiment qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Enfin, non. Je pense que la majorité des gens ne veulent pas de guerre civile. Ils veulent pas de violence tout court. Ils veulent que les choses changent. Ils veulent des politiciens qui soient plus responsables, qui soient plus, comment dire, qui soient plus à l'écoute et qui fassent les choses tout de suite, urgemment, qui prennent conscience vraiment de l'immense problème et qui fassent les choses. Euh, pas un gouvernement endormi qui fait semblant d'agir. C'est ça. Parce que, en gros, l'inaction, bah,
Je sais plus qui avait dit ça, là, parce que c'est une forme de faiblesse, vous voyez, c'est vraiment le gouvernement, là, c'est en train d'exprimer une forme de... Ils sont totalement faibles et passent le, le plus clair de l'entendre à le prouver sans cesse. Et comme je sais plus qui avait dit ça, que j'aime beaucoup cette phrase, la faiblesse attire la destruction. Et, euh, et c'est ce qui excusez-moi, je commence vraiment à avoir très ça. Je vais arrêter cette vidéo. D'ailleurs, ça fait déjà bientôt 1 heure là, dans quelques secondes. Voilà, ça fait 1 heure. Du coup, je vais arrêter la vidéo, mais je voulais terminer. C'est vraiment ce qu'il. Voilà, je vais terminer ma vidéo là-dessus parce que je crève de soif et je n'arrive plus à parler. En tout cas, ça fait du bien de m'exprimer aussi. C'est pour ça que je fais des vidéos pour pouvoir parler et voir ce qu'il y a sur Twitter ou sur YouTube parce que je n'ai que ça à foutre. Je vais essayer de finir ma phrase. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Voilà, on est vraiment là-dedans. C'est comme un corps humain totalement malade qui a besoin de soins. Et on va dire que le gouvernement actuel, c'est un peu le système immunitaire qui est totalement faible, qui est incapable de protéger le système immunitaire, enfin qui est incapable de protéger donc le corps humain de la maladie et qui laisse la maladie se propager. Voilà. L'armée, c'est un peu les globules blancs qui seulement sont en train de crier, de faire une alerte, de crier l'alerte, quoi. Et qui, au lieu d'être écoutés, semble, d'après ce que je lis, être... on cherche à les faire taire. On cherche à les faire taire comme Mélenchon. Voilà, donc c'est ça qui est assez bizarre et très inquiétant. Voilà. Je vais changer. Non, je vais arrêter là. Là, j'ai très soif. J'arrive plus à m'exprimer. J'arrive plus à parler. Je vais ramener une bouteille d'eau. Un verre d'eau. Parce que j'ai complètement oublié de prendre un verre d'eau. Quel idiot. Du coup, je vais arrêter ma vidéo. Je suis désolé. Il y a plein de hashtags intéressants en plus. J'ai tellement envie de voir ce qui se passe. Et je ferai ça dans une autre vidéo. Mais là, je vais arrêter parce que j'ai très soif. Et j'arrive plus à m'exprimer quand j'ai trop soif. Je commence à bafouiller, c'est horrible. Voilà, donc je vais arrêter là. Je vous dis à très vite pour une de prochaines vidéos parce que vous en faites pas. J'ai rien d'autre à foutre. Voilà, donc je m'emmerde et du coup, pour ça que voilà, je vais continuer. Salut, à bientôt. Attendez. Juste avant de vous dire à bientôt, je vais quand même. Je vais pas terminer sur une image de Mélenchon parce que je trouve que c'est un peu sale. Je vais terminer mon image sur un soldat ou des soldats français. Voilà, ouais, ça sur cette belle image. Voilà, je vais vous dire au revoir sur cette belle image. Voilà, donc à bientôt, portez-vous bien. Salut.